L'hôtesse de l'air me tendit une nouvelle carte d'embarquement et souffla « Ne montez surtout pas dans cet avion, faites-moi confiance. Danny Volkov. » Elle avait prononcé mon nom avant même que je ne voie le billet. « Je vous ai reconnu, je vous ai vu aux infos juste avant le procès. Ma sœur travaillait encore au tribunal il y a 3 jours. » Ses mains tremblaient, tandis qu'elle glissait la carte dans la mienne. « Les types en première sur votre vol habituel, ce ne sont pas des hommes d'affaires. » J'en eus froid dans le dos. Cela faisait 8 mois qu'on ne m'avait pas appelé Danny Volkov. Ce nom aurait dû disparaître à jamais, effacé, remplacé par Thomas Garrett Milwaukee, expert en assurance. Une vie effacée, une tête banale, un gars qu'on oublie. Le genre de fantôme qui se fond dans la masse et n'intéresse personne. Je crois qu'il y a une erreur, tentai-je de répliquer, mais elle me coupa. Porte 23, pas 15. Seattle, vol 892. Pas Miami, vol 445. Sa voix se perdait presque dans le tumulte de l'aéroport, entre valises qui roulent et haut-parleurs. Je ne m'appelle pas Lisa Chen, en vrai. Je suis Rachel Donnelly. Ma sœur, c'était Angela Donnelly, la détective. Son nom m'a frappé comme un uppercut. Angela avait été mon premier contact quand j'étais entré dans le programme de protection des témoins. Elle m'avait promis que témoigner contre Dimitri Volkov valait le coup, qu'on me garderait vivant jusqu'à la condamnation. 4 jours plus tôt, on l'avait retrouvée morte, seule dans sa voiture, une nuit pluvieuse. Aucune trace, pas de témoin. Angela est morte, soufflai-je, les mots me brûlant la gorge. Assassinée, camouflée en accident. Mais je savais. Rachel gardait son air professionnel, mais ses yeux se mouillèrent. Elle m'a appelé juste avant, m'a dit avoir découvert quelque chose à propos de votre dossier, d'une taupe qui aurait balancé vos infos à la Bratva. Je l'ai senti vraiment effrayé, pour la première fois de sa carrière. Soudain, tout me parut oppressant, étouffant. Les caméras captaient chaque mouvement, les sorties n'étaient plus qu'une illusion peinte sur les murs. 8 mois à fuir Volkov, depuis le soir où je l'avais vu abattre 3 agents fédéraux dans un entrepôt du Queens. Le procès était dans 10 jours. Je restais le dernier témoin en vie. « Comment vous savez qui je suis ?» demandai-je, même si je craignais déjà la réponse. Rachel ajusta son uniforme, gardant l'air de rien. « Parce qu'Angela m'a montré votre photo. Elle s'inquiétait. Elle disait que les agents qui veillaient sur vous n'avaient pas l'air rassurés, comme s'ils doutaient de leur propre système. Et puis, parce que j'ai reconnu l'un des types en première du 445. » Elle sortit son portable, fit semblant de consulter une appli, puis me montra l'écran. Sur la photo, un homme au regard clair, une cicatrice qui barrait la joue jusqu'à la mâchoire, Alexei Kozlov. Angela l'avait suivi des semaines entières. Un as des accidents à bord, crise cardiaque, allergie foudroyante, intoxication, tout pour passer inaperçu à 10 000 mètres. Je sentis mes jambes me lâcher. J'avais tout suivi à la lettre. Changé de vie, d'allure, de façon de marcher. Mais il m'avait retrouvé. Il y a un autre avec lui, expliqua Rachel, déroulant une nouvelle photo. Victor Petrov, expert en explosifs. Si Kozlov ne pouvait pas masquer un assassinat en accident, Petrov transformait l'affaire en panne mécanique. Problème moteur, dépressurisation ou erreur de pilotage. Je jetai un œil vers la porte 15 où s'entassaient les passagers du vol 445. Des gens ordinaires, entre touristes et voyageurs d'affaires, ignorant qu'ils partagèrent leur vol avec des tueurs. Toujours sans savoir qu'on allait utiliser tout un avion pour me supprimer. « Pourquoi vous m'aidez ?» soufflai-je. « Vous avez vu ce qui est arrivé à Angela, ça vous met en danger aussi. » Cette fois, le masque de Rachel se fendilla, laissant passer toute la douleur et la colère. Angela a toujours cru que faire son boulot jusqu'au bout faisait marcher le système. Elle était sans doute naïve, mais elle avait du cran. Si j'arrive à vous faire témoigner, sa mort aura eu un sens. Le billet indiquait porte 23, direction Seattle. Autre compagnie, autre horaire. Rachel m'avait fait basculer discrètement sur un vol que leurs espions ne verraient non pas venir. Mais c'était une solution de fortune, ça ne tiendrait pas. Ils finiront par s'en rendre compte, balbutiai-je en balayant la zone du regard, obsédé par toutes ces caméras et les systèmes qui gardaient en trace du moindre mouvement. On laisse forcément une trace derrière nous. Je sais. Voilà pourquoi, après ça, on va tous les deux devoir disparaître. J'ai encore des jours de congé, mon chef pense que je pars me détendre à Vegas pour le week-end. Quand ils capteront ce que j'ai fait, on sera déjà loin. Elle glissa dans ma main un papier plié avec la carte. Mon oncle a un chalet paumé dans les Cascades, sans réseau, sans wifi, rien. On pourra s'y planquer jusqu'au procès. Les haut-parleurs grésillèrent. Dernier appel pour le vol 445 à Miami, porte 15. Je les vis alors, les deux en costume qui se dirigeaient droit vers l'embarquement, leur démarche animale, toute de maîtrise froide. Kozlov et Petrov, prêts à remplir leur contrat dans les hauteurs. « Et votre vie, votre boulot ?» osai-je demander à Rachel. « Ma vie ? Il ne reste plus rien sans Angela. Ce boulot ne me permet même pas de vivre décemment. Et puis maintenant, je sais que l'entreprise pour laquelle je bosse ne vaut pas mieux que ceux censés nous défendre. » Elle décrocha ses ailes d'hôtesse et les jeta à la poubelle sans un regard. Parfois, il faut choisir entre sa sécurité et ce qui est juste. On a rejoint ensemble la porte 23, deux existences fracassées, broyées par des forces qui nous dépassaient. Au fur et à mesure qu'on avançait dans le terminal, certains détails me mettaient les nerfs en pelote. L'homme avec son journal près du café, qu'on avait déjà croisé à plusieurs endroits en à peine 10 minutes,
la femme au téléphone qui lançait des regards furtifs dans notre direction et ces échanges entre agents de sécurité complètement en dehors des procédures habituelles d'un aéroport. « Rachel, soufflai-je, je crois que notre problème dépasse largement la simple présence de 2 tueurs à bord. » Elle a suivi mon regard et tout de suite, elle a compris ce que j'avais deviné. Tout un réseau de surveillance, des guetteurs parfaitement synchronisés. Ces gens, faux passagers ou faux employés, jouaient la comédie. Mais combien étaient-ils? Beaucoup trop. Tout était orchestré depuis le début. Ils savaient que je serais là, dans ce terminal, à cette heure précise. Le vol pour Miami n'était qu'un leurre parmi d'autres. Ils avaient des plans B, C, d'autres équipes, sûrement plusieurs vols déjà en ligne de mire. Je sentais clairement la nasse se resserrer, les regards invisibles pesant sur le moindre de nos mouvements. Rachel m'a attrapé par le bras et m'a entraîné vers un couloir réservé au personnel. Elle a passé son badge et en quelques secondes, nous étions plongés dans l'enchevêtrement des locaux techniques et des salles de repos. « Il y a autre chose !» souffla-t-elle alors qu'on filait à toute vitesse dans ces couloirs exigus. Juste avant de mourir, Angela a découvert quelque chose. Quoi donc? Ton référent, le député Marshal James Crawford. Angela a appris qu'il balançait des infos à Dmitri Volkov depuis 2 ans, et pas seulement sur toi, sur d'autres témoins aussi. Elle avait mis la main sur des relevés bancaires qui prouvèrent des virements venus de sociétés écrans de la Bratva. Elle s'apprêtait à le dénoncer dès le lendemain matin. Le couloir semblait interminable, écrasé sous la lumière crue des néons. L'odeur âcre des produits d'entretien me brûlait le nez. Crawford, c'était mon seul point d'ancrage depuis 8 mois, la seule personne à qui j'avais vraiment confié ma peau. L'homme qui m'avait juré que le système me protégerait, si j'acceptais de témoigner. Toutes les planques, toutes les nouvelles identités, chaque déménagement, dis-je, complètement sonné par cette trahison qui me frappait de plein fouet. Il leur a tout livré, et pas donné, non, vendu. Angela avait réuni des preuves sur au moins 12 témoins disparus pendant qu'ils étaient sous la protection de Crawford. Selon les marshals, tous avaient été repérés par hasard, victimes de poisse ou d'erreurs bêtes. Mais Angela, elle, avait compris qu'un schéma se cachait derrière tout ça. On est enfin arrivé devant un ascenseur de service qui descendait vers le parking souterrain. Pendant qu'on attendait, Rachel a sorti son téléphone et m'a montré une série de messages. C'est Angela qui me les a envoyés la veille de sa mort. Regarde les heures. On y sentait sa peur monter, à la limite de la panique. Non seulement elle avait démasqué Crawford, mais elle avait aussi flairé une conspiration bien plus vaste au sein même du système fédéral. Des juges qui classaient des dossiers sans raison, des procureurs qui sabotaient leur propre enquête, même des agents du FBI qui perdaient mystérieusement des pièces à conviction pile au bon moment. Tout le système est pourri, déclara Rachel, alors que l'ascenseur s'ouvrait devant nous. Ce n'est pas juste un Marshal ripou, c'est tout un réseau achevé à la Bratva. Angela appelait ça un cancer qui ronge la justice de l'intérieur. Le parking était plongé dans la pénombre, quasiment désert. Rachel me guida jusqu'à sa voiture, une vieille berline cabossée, témoin d'un autre temps. Mais alors qu'elle cherchait ses clés, quelque chose me glaça. Des traces de pneus toutes fraîches dans la poussière, pile à sa place habituelle. Quelqu'un était passé il y a peu. Quelqu'un qui savait exactement quel véhicule viser. « Rachel, attends !» commençai-je, mais trop tard. Elle avait déjà ouvert la porte côté conducteur. L'explosion n'a pas été massive, juste de quoi pulvériser la voiture et tuer quiconque s'y trouvait. On a été projeté en arrière, engourdi, sonné, couvert de gravats. Rachel, inconsciente, saignait d'une entaille au front. J'avais l'esprit embrouillé, mais je pouvais encore bouger. Et le bruit de pas qui s'approchait nous signifiait qu'on n'avait pas une seconde à perdre. 3 hommes sont sortis de l'ombre des piliers, avançant vers nous avec la froideur et la précision de professionnels. Ce n'était ni la sécurité de l'aéroport, ni la police venue constater l'explosion. C'étaient les nettoyeurs, l'équipe de la Bratva chargée de finir le travail entamé par Kozlov et Petrov. J'ai traîné Rachel tant bien que mal jusqu'à la cage d'escalier, toujours sonnée par la déflagration. Derrière nous, je les entendais communiquer en anglais, l'accent russe perceptible. Ils ne se pressaient pas d'ailleurs, certains qu'on n'avait aucune issue. Remonter vers le terminal était impossible, bloqué par d'autres complices. Or, plus bas, se trouvait un sous-sol rempli de matériel technique et d'ascenseurs de service. J'ai opté pour la descente, sachant que chaque seconde comptait. Arrivée en bas, Rachel reprenait doucement ses esprits. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» marmonna-t-elle en portant la main à sa blessure. « Une bombe dans la voiture. Pas énorme. Juste ce qu'il faut pour nous liquider si on était monté. Ils gardaient un œil sur ton véhicule. Ils espéraient qu'on tente une sortie classique. Je l'ai aidée à se redresser, cherchant à vérifier qu'elle n'avait rien de trop grave. Tu tiens debout ?» Elle a hoché la tête, un peu chancelante. « On est où ?» Au sous-sol. Zone de fret, locaux techniques. Il doit y avoir un tunnel de service qui relie plusieurs parties de l'aéroport. J'ai balayé du regard le dédale de tuyaux et de fils électriques qui nous entouraient. Il faut qu'on trouve une issue, et vite. Dans l'escalier, le pas lourd de nos poursuivants se rapprochait. Ils avaient compris où on était passé et fouillaient chaque pièce, chaque coin, tels des chasseurs traquant patiemment leur proie blessée. « Par ici !» lança Rachel en désignant un tunnel technique indiqué par un panneau menant au bâtiment principal. « Si on arrive jusqu'aux zones publiques,
Ils ne pourront plus agir sans prendre de risques. On s'est engouffré dans le couloir, avançant aussi vite que l'état de Rachel le permettait, dans ce passage étroit où les murs disparaissaient sous les câbles, l'air vibrant au rythme des installations électriques. Tous les 100 mètres environ, je remarquais un téléphone de secours ou du matériel anti-incendie, de quoi prouver que même dans ces sous-sols, on restait au cœur d'une société organisée. À mi-parcours, Rachel m'a brusquement attiré dans une alcôve encombrée de coffrets électriques. « Écoute », a-t-elle soufflé. On entendait des pas, cette fois devant, plus seulement derrière. Ils s'étaient séparés, nous encerclant dans la galerie. Pris au piège, on n'avait plus qu'à avancer vers les profondeurs de l'aéroport. « Il faut que je te dise quelque chose », murmura-t-elle, la voix noyée sous le bourdonnement des machines. Angela n'a pas seulement démasqué Crawford, elle a aussi découvert pourquoi la Bratva voulait absolument ta peau. Ce n'est pas uniquement à cause des meurtres de l'entrepôt. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je. Les 3 agents fédéraux qu'a tué Dimitri Volkov, ce n'étaient pas des victimes choisies au hasard. Ils enquêtèrent sur quelque chose de bien plus vaste, un réseau qui dépasse de loin le crime organisé. Rachel sortit les photos prises par Angela, des documents, des relevés de compte, des feuilles de livraison. Ensemble, ils remontaient une filière de blanchiment d'argent reliant la Bratva à des sociétés légales, des campagnes politiques, même des marchés publics. Sur les clichés s'étalait une véritable toile de corruption, rendant mon témoignage presque mineur face à l'ampleur de la conspiration. Des sociétés de défense, le Congrès, de grands projets d'infrastructure, la Bratva n'était plus une simple organisation mafieuse, c'était un partenaire occulte de dizaines d'entreprises reconnues. Ce que tu as vu à l'entrepôt, c'est juste la première pièce du puzzle, ajouta Rachel. Si Volkov passe aux aveux devant un tribunal, s'il décide de collaborer avec les procureurs, il pourrait tout dévoiler. Le réseau, les millions en jeu, des dizaines de personnalités au sommet, de quoi déclencher un scandale à faire tomber des gouvernements. Les bruits de pas se rapprochaient, les voix commençaient à se faire entendre de chaque côté, feutrés, mais coordonnés, professionnels. Il ne nous restait peut-être même pas 2 minutes avant qu'ils nous découvrent. « Il y a une sortie autre part ?» demandai-je, scrutant désespérément le dédale de tuyaux. Rachel examina vite fait le plan du tunnel, les doigts courant le long des parois. « Là, un conduit de maintenance », indiqua-t-elle en désignant une trappe au plafond. « Ça doit mener vers la ventilation. Si on se faufile là-dedans, on pourra peut-être déboucher ailleurs. » Je l'ai aidé à grimper, puis je me suis hissé à sa suite dans l'étroit passage, à peine assez large pour nous laisser passer. L'air y était lourd, chargé de poussière, mais on sentait un léger courant d'air qui laissait espérer un débouché. On a rampé là-dedans une éternité, en réalité peut-être 20 minutes, chaque embranchement un nouveau pari, chaque bruit de métal un coup de stress supplémentaire. Au bout du réseau, une grille donnait sur ce qui ressemblait à une aire de chargement. Ça grouillait de livreurs et de véhicules de service, des gens ordinaires qui allaient et venaient. On a quitté la gaine pour se fondre dans la masse. 2 employés de plus qui enduraient une mauvaise journée. Il nous faut un véhicule, glissa Rachel en jaugeant les parkings. Un truc qui ne se fasse pas repérer tout de suite. Près du quai, un camion de livraison attendait, moteur allumé, 100 personnes au volant. Rachel s'est glissée côté passager, j'ai pris le volant. La cargaison ? Du catering pour compagnie aérienne. Rien de sensationnel, rien pour motiver une grosse chasse à l'homme. On a quitté l'aéroport, prenant l'autoroute, toujours aux aguets dans les rétros. Le camion n'était pas rapide, ni facile à manier, mais il se fondait sans problème dans la circulation. « On va où maintenant ?» lança Rachel. « Ton Marshall est compromis. Ma supérieure doit me croire morte. Et nous voilà tous les deux en fuite, pris entre 2 feux. » Je connais quelqu'un à contacter, répondis-je en sortant un vieux téléphone prépayé planqué pour les urgences. Un journaliste qui bosse sur la corruption fédérale. Si on arrive à tout lui raconter et qu'il peut recouper ce qu'Angela a trouvé, peut-être que l'affaire sortira avant qu'on nous fasse taire. J'ai composé le numéro appris par cœur. David Kim, du Seattle Times. Il savait tout des mafias, de la corruption, de l'infiltration jusque dans les hautes sphères. Si quelqu'un doit nous croire et peut aller au bout, c'est lui. Kim à l'appareil. David Kim, c'est Danny Volkov, le témoin dans l'affaire Dimitri Volkov. J'ai des preuves sur la corruption fédérale, la collusion entre responsables et criminels. On veut me descendre avant que je parle. Long silence. Où êtes-vous ? On roule vers le nord, en compagnie de Rachel Donnelly. Sa sœur, c'était Angela, la détective assassinée il y a 3 jours parce qu'elle fouillait un peu trop. J'ai entendu parler de cette mort, c'est louche, mais l'enquête officielle parle d'accident. Prudente mais curieuse, sa voix laissait percevoir une vraie attention. Vous avez quoi comme élément ? Enregistrements audio, pièces bancaires, preuve que le député Marshall Crawford a vendu des témoins à la Bratva. Et tout un dossier sur une conspiration plus vaste. Juge, procureur, agent du FBI. Le genre d'affaire qui fait tomber beaucoup de monde. Vous pouvez venir à Seattle ? J'ai un endroit sécurisé où examiner tout ça, tout vérifier. On y sera dans 8 heures, assurai-je avant d'éteindre et détruire le téléphone. Rachel, qui avait suivi la conversation, me lança un regard grave. On n'a pas d'autre choix, tu le sais. Si ce journaliste ne nous aide pas, si rien ne sort dans la presse, on est mort. Oui, mais rester planqué indéfiniment, c'est impossible. Ils finiraient par nous retrouver, peu importe nos précautions. Le seul espoir de s'en sortir, c'était de tout dévoiler, de faire en sorte qu'ils aient de plus à perdre en nous supprimant qu'en nous laissant vivre. On a roulé toute l'après-midi, jusqu'en soirée, changeant 2 fois de voiture pour brouiller les pistes.
Grâce à ses contacts dans le milieu aérien, Rachel a réussi à dégoter des billets pour un bus de nuit vers Portland, puis un autre pour Seattle. Quand le jour s'est levé, on était lessivés, sur les nerfs, mais vivants. David Kim nous a retrouvés dans un café du centre-ville de Seattle. Après à peine 10 minutes de conversation, il a proposé qu'on bouge vers un endroit plus sûr. Sa rédaction avait déjà subi 2 cambriolages ce mois-là et il avait reçu plusieurs menaces liées à ses enquêtes sur la corruption fédérale. Il existe une planque, nous a-t-il expliqué en nous menant à sa voiture. Un appartement discret réservé aux journalistes qui bossent sur des sujets sensibles, hors des radars, financé par une fondation dédiée au journalisme d'investigation. Là-bas, les sources peuvent parler en toute liberté, sans craindre d'être sur écoute. L'appartement était modeste, situé dans un quartier tranquille, truffé d'appareils d'enregistrement, de scanners et de systèmes de communication sécurisés. Kim a passé 3 heures à fouiller nos preuves, posant des questions précises, recoupant tout avec ses propres infos. C'est encore plus vaste que ce que j'imaginais, a-t-il fini par reconnaître. Le réseau que vous exposez se recoupe avec plusieurs affaires que je piste aussi. Contrats de défense attribués à des boîtes liées à la Bratva, grands projets d'infrastructures fantômes, campagnes politiques financées par de l'argent sale. Il a sorti un épais dossier bourré de ses propres notes. Cela fait près d'1 an et demi que je traque ces flux financiers suspects, mais il me manquait la preuve intérieure, le témoignage clé pour tout relier. Avec vos révélations et celles d'Angela Donnelly, le puzzle prend enfin forme. Vous comptez publier quand ? A demandé Rachel. L'essentiel, la corruption, les menaces sur les témoins, les premières preuves, peut sortir en ligne dès ce soir, dans 6 heures. L'enquête complète va prendre des semaines, mais les premiers articles devraient en suffire à lancer des investigations fédérales que personne ne pourra étouffer. Kim s'est déjà mise à taper, triant les preuves, préparant l'article qui risquait de tout faire exploser. Mais pendant qu'il bossait, je ne pouvais m'empêcher de penser à ceux qui nous traquaient, des tueurs expérimentés, bien connectés, capables de tout. Même si l'article éclatait, même si les enquêtes et arrestations suivaient, est-ce que ça suffirait pour nous protéger ? Attends, ai-je fini par dire en interrompant Kim. Les meurtres dans l'entrepôt, tout ce que j'ai vu, la raison pour laquelle je témoigne contre Dmitri Volkov, ce n'est qu'un début. Les 3 agents fédéraux qu'il a fait disparaître enquêtaient sur un dossier qui pouvait tout faire tomber. Kim a levé les yeux de son ordinateur. C'était quoi exactement leur enquête ? Un stock d'armes finalisé disparu d'une base en Virginie. De l'équipement militaire de pointe censé être détruit, mais revendu à la Bratva. Et leurs investigations remontaient jusqu'à des sous-traitants du secteur défense, des fédéraux qui détournaient discrètement des armes militaires depuis des années. Le silence s'est installé, pesant, tandis que la gravité de l'affaire s'est imposée. Ce n'était plus seulement une question de blanchiment ou de menace, mais bel et bien de sécurité nationale, d'armes qui pouvaient finir entre de mauvaises mains, voire alimenter des actes de terrorisme ou être revendues à des États hostiles. Il faut que je passe quelques coups de fil, a lancé Kim en saisissant son téléphone sécurisé. Ce dossier est trop gros pour un seul canard. Il faut coordonner la sortie avec d'autres médias, s'assurer que tout sorte d'un coup, par différents canaux. Pendant qu'il passait ses appels, Rachel et moi, on essayait d'encaisser tout ce qu'on vivait. 48 heures plus tôt, j'étais encore un témoin anonyme censé parler à une audience banale contre le crime organisé. À présent, on était en cavale, caché pour échapper à des tueurs tout en tentant de faire éclater une conspiration qui remontait au sommet de l'État. « Tu penses qu'on a une chance de s'en sortir ?» a murmuré Rachel en regardant la ville au loin par la fenêtre. On n'a pas le choix. Pour Angela, pour tous les témoins sacrifiés, pour les agents tombés en cherchant la vérité. Quelqu'un doit parler, même si on y laisse tout. Kim a terminé ses appels et s'est replongé dans son ordinateur, les doigts courant frénétiquement sur le clavier. L'article sort dans 2 heures. Parution coordonnée avec 5 grands médias. Copie des preuves envoyées à des agences fédérales fiables. Ce soir, tout le monde sera au courant. Ces 2 heures ont été interminables. Chaque bruit dehors nous alarmait. Chaque voiture qui ralentissait devant l'immeuble nous forçait à jeter un œil aux fenêtres. On touchait presque la vérité du doigt, mais on se sentait vulnérable comme jamais face à ceux prêts à tout pour l'enterrer. À 18h tapante, heure de la côte ouest, l'article de David Kim est sorti. Un vaste réseau de corruption fédérale dévoilé. Des marshals et des procureurs accusés de collusion avec le crime organisé. En quelques minutes, l'affaire faisait le tour des réseaux sociaux, reprise par tous les grands médias, impossible désormais de l'étouffer. Mais ce soulagement n'a pas duré. Le téléphone sécurisé de Kim s'est mis à sonner et son visage s'est fermé à mesure qu'il écoutait. Ils ont localisé la planque, a-t-il lâché. Des agents fédéraux sont en route, mais rien ne dit qu'ils sont de notre côté. On doit filer, tout de suite. On a rassemblé à la va-vite le maximum de preuves avant de s'éclipser par la sortie de service, pile au moment où des SUV noirs se garèrent devant l'immeuble. Les mêmes voitures que celles qui nous avaient bloqués à l'aéroport, la même organisation implacable qui trahissait une opération clandestine. « Où est-ce qu'on va ?» a soufflé Rachel, alors qu'on slalomait dans les ruelles. « Au bureau régional du FBI ?» a répondu Kim. « Je connais une agente là-bas. Elle enquête seule sur la corruption. Si on arrive à la retrouver, et si on peut lui faire confiance, alors il y a peut-être une chance qu'on tienne jusqu'au bout. » L'agent spécial Sarah Michaels nous attendait devant le siège du FBI,
Mais au lieu de nous faire entrer, elle nous a fait signe de la suivre jusqu'au parking souterrain avant de nous inviter à monter à bord de sa voiture. Le bureau est compromis. Il y a trop de gens à la loyauté douteuse, trop de risques que l'info fuite aux mauvaises personnes. « On va où ?» ai-je demandé. Dans une planque digne de ce nom cette fois. Elle n'apparaît sur aucune liste officielle, financée par un budget occulte connu de 3 personnes à peine. Michael s'est frayé un chemin dans la circulation de Seattle avec la maîtrise tranquille des vieux routiers. Je poursuis ce réseau de corruption depuis 2 ans en solo, attendant le bon moment pour agir. Votre témoignage et les recherches de Kim, c'est l'arme qui nous manquait. La cachette était un appartement renforcé, situé dans une zone industrielle, truffé de caméras, protégé par des vitres blindées et disposant d'un matériel de communication impossible à intercepter. Michaels nous a expliqué qu'elle travaillait avec un petit groupe d'agents fédéraux conscients que les voies officielles étaient toutes infiltrées. « Vous êtes combien ?» a demandé Rachel. 12, répartis entre plusieurs agences. FBI, DEA, ATF, même quelques collègues chez les Marshals qui ont vu clair dans les combines de Crawford. Michaels a déroulé un organigramme du réseau corrompu. Ça fait des mois qu'on cartographie tout, qu'on identifie les têtes pensantes, en attendant d'avoir de quoi frapper tous d'un coup. La taille du schéma donnait le vertige. Le marshal adjoint Crawford n'était qu'un pion parmi des juges fédéraux, des procureurs, des pontes du FBI, jusqu'à un membre du Congrès à la commission judiciaire. La Bradva n'avait pas corrompu que quelques officiels, elle avait mis la main sur une bonne partie de la justice fédérale avec une méthode glaçante. « Pourquoi vous n'êtes pas intervenu plus tôt ?» ai-je demandé. « Parce qu'ils sont trop bien protégés, trop influents. La moindre enquête aurait été vite enterrée ou neutralisée par leurs alliés. Il nous fallait un élément irréfutable, assez énorme pour qu'ils ne puissent plus l'étouffer. » Michaels a pointé mon nom sur le tableau. « Votre témoignage sur les meurtres de l'entrepôt, c'est exactement ce qu'on attendait. Dès que Dmitri Volkov sera arrêté et que le procès s'ouvrira, la pression finira par les faire craquer. Mais au fil de la discussion, j'ai compris que le procès pouvait très bien ne jamais avoir lieu. Si la corruption était aussi étendue que ce qu'avançait Michaels, si elle touchait les plus hauts niveaux, alors certains feraient tout pour m'empêcher d'atteindre la barre. Ils vont essayer de me supprimer avant même que le procès ne commence, ai-je lancé. Ils ne peuvent pas se permettre que je parle, ou que Volkov décide de se mettre à table. Je sais, c'est pour ça qu'on a avancé la date du procès. Pas dans 10 jours, mais dans 72 heures. Procédure d'urgence, commission judiciaire spéciale, tout est lancé à une vitesse qui ne leur laisse aucune marge de manœuvre. Elle m'a tendu un acte de justice déposé juste 1 heure avant. La juge Patricia Hoffman présidera l'audience. C'est l'une des rares juges en qui on peut avoir confiance, à l'abri de toute compromission. 3 jours pour survivre, échapper aux tueurs et parvenir à témoigner. Ça paraissait à la fois interminable et terriblement court. La première tentative sur nos vies est survenue 6 heures plus tard. Une équipe d'élite a traversé notre sécurité comme si de rien n'était. Fusil d'assaut, vision nocturne, une coordination qui reflétait un entraînement sans faille. Ils connaissaient parfaitement notre position, le nombre de personnes dans l'appartement. Mais Michaels avait prévu ce genre d'attaque. Sortie de secours cachée, système de sécurité secondaire, plan d'urgence aussitôt enclenché dès que la défense a cédé. Nous avons fui par un tunnel débouchant dans les canalisations de la ville pour ressortir 6 rues plus loin, où un autre véhicule du FBI nous attendait. Ils ne cherchent plus seulement à nous éliminer, à lâcher Michaels, alors qu'on filait dans les rues désertes. Ils veulent effacer toutes les preuves et éliminer quiconque a connaissance du réseau. On sent la panique quand tout part en vrille comme ça. La 2e planque n'a tenu que 12 heures, la 3e, même pas 8. À l'ouverture du procès, nous nous sommes réfugiés dans le palais de justice fédérale, protégés par une poignée d'agents triés sur le volet et un dispositif de sécurité de chef d'État. Mais même là, encerclés de gardes et de portiques, je pouvais sentir le danger planer. Des responsables véreux capables de passer entre les mailles du filet, des juges prêts à classer l'affaire en prétextant n'importe quel vice de forme, des procureurs qui feraient disparaître une pièce à conviction par inadvertance. « Tu es prêt ?» m'a demandé Rachel alors qu'on patientait dans une salle sécurisée à 2 pas du prétoire. « On ne l'est jamais vraiment pour ce genre de choses, » ai-je répliqué. « Mais je vais le faire quand même, pour Angela, pour les agents disparus, pour tous ceux qui n'ont pas survécu. » Le procès de Dmitri Volkov s'est ouvert à 9h pile, ce jeudi matin. La salle de la juge Hoffman était pleine à craquer. Journalistes, fédéraux, citoyens venus assister au plus grand procès contre le crime organisé des dernières décennies. Pas de caméra, mais les dessinateurs judiciaires croquaient chaque seconde de ce huis clos hors du commun. J'ai témoigné 6 heures durant, retraçant pour les jurés tout ce que j'avais vu dans l'entrepôt du Queens. L'exécution de 3 agents fédéraux, les conversations sur le trafic d'armes, la banalité froide des tueurs pour qui la mort était une transaction parmi d'autres. Dmitri Volkov, sur le banc des accusés, me toisait d'un regard glacé, porteur d'une promesse. S'il en avait l'occasion, ce serait à mon tour d'y passer. Mais le moment le plus fort est arrivé quand la procureure Elizabeth Warren a appelé à la barre le marshal adjoint James Crawford, mon référent, celui qui m'avait juré de me protéger et qui en réalité vendait des informations sur les témoins à l'ennemi. Crawford a tenté de nier, mais les preuves étaient irréfutables. Des relevés bancaires attestant de versements venus de sociétés écrans liées à la Bradva, des enregistrements où il révélait à des criminels notoires la cachette de témoins,
des agents qui avaient flairé sa trahison, sans jamais parvenir à la prouver. Combien de témoins ont perdu la vie à cause des informations que vous transmettiez à l'organisation de Dmitri Volkov, a lancé la procureure Warren. L'avocat de Crawford a tenté d'intervenir, mais la juge Hoffman l'a autorisé à poursuivre. 12, à ce que l'on sait, a continué Warren. 12 personnes qui faisaient confiance au système fédéral pour les protéger, qui pensaient qu'en obéissant à leur conscience, elles seraient à l'abri. Combien avez-vous touché pour chacune de ces morts ? La salle a laissé éclater sa colère. Les avocats de Volkov ont réclamé l'annulation du procès. Ceux de Crawford ont dénoncé l'attitude de la procureure, mais la juge Hoffman a imposé le silence et laissé la séance suivre son cours. Le procès s'est étiré sur 3 semaines, rythmé par les témoignages, les preuves d'une corruption infiltrée jusque dans les plus hautes sphères de l'État et des révélations qui faisaient chaque jour la une des médias. Rachel a évoqué l'assassinat d'Angela et cette enquête qui a coûté la vie à sa sœur. David Kim a raconté les menaces dont il avait fait l'objet tout au long de ses investigations. Au bout du compte, Dmitri Volkov a été reconnu coupable sur toute la ligne et condamné à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de remise de peine. James Crawford a écopé de 25 ans pour corruption et complicité d'assassinat. 6 autres hauts responsables fédéraux ont été rattrapés par l'enquête et le Congrès a lancé des auditions pour comprendre l'ampleur du scandale. Mais cet apparent triomphe a eu un coup inattendu, pour lequel ni Rachel ni moi n'étions préparés. Nos visages défilaient tous les soirs sur les écrans, nos noms s'étalaient en gros titres, et notre anonymat était définitivement perdu. On nous a proposé de nouvelles identités via le programme de protection des témoins, mais on savait tous les deux que ce ne serait jamais suffisant. Trop de gens nous avaient vus, trop d'ennemis savaient à quoi nous ressemblions, et trop d'intérêts puissants avaient désormais des raisons de se venger. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? A demandé Rachel, tandis que nous étions cachés une fois de plus, cette fois-ci en pleine campagne près de Portland. Maintenant, on disparaît pour de vrai, ai-je répondu. Pas avec l'aide du gouvernement, mais à notre façon. De nouveaux noms, peut-être même de nouveaux visages, et une vie ailleurs, là où personne ne nous connaît. Après cette semaine à Portland, nos chemins se sont séparés. Rachel est partie en Europe, d'après ce que j'ai appris plus tard, où elle travaillait pour une organisation de défense des droits de l'homme, sous un nom dont je n'ai jamais eu connaissance. Pour ma part, je me suis installé dans une petite ville du Montana, où j'enseignais les mathématiques au lycée, devenant ce voisin discret que personne ne remarque vraiment. Il m'arrive encore de lire des articles sur les répercussions de l'affaire Volkov, d'anciens fédéraux envoyés derrière les barreaux, des sous-traitants de la défense rattrapés pour fraude, des partis politiques contraints de restituer des fonds suspects. Le réseau de corruption que nous avions contribué à mettre au jour s'est délité peu à peu, menant des dizaines de personnes en prison et poussant les organismes fédéraux à un profond ménage interne. David Kim a reçu le prix Pulitzer pour son enquête, l'agent Michaels a pris la tête d'un service spécialisé dans la lutte contre la corruption et la juge Hoffman, malgré les menaces de mort, a continué de présider d'importants procès avec l'intégrité qui la caractérise. Pourtant, la victoire laissait un goût amer. Angela Donnelly n'a jamais vécu pour voir ses assassins jugés. Les 3 agents tués dans l'entrepôt du Queens n'ont pas pu témoigner sur l'ampleur du trafic d'armes qu'ils avaient mis au jour. Trop de gens ont payé de leur vie pour un système censé protéger les innocents et punir les coupables. 5 ans plus tard, il m'arrive encore de me retourner dans la rue, de vérifier 2 fois que mes portes sont bien fermées avant de me coucher, de me demander si le prochain visage croisé ne sera pas celui d'une personne surgie du passé, bien décidée à régler ses comptes. Pourtant, je peux dormir un peu plus en paix en me disant que la vérité a éclaté, que ce réseau a été démantelé et que notre sacrifice permettra peut-être à d'autres témoins d'avoir une vraie chance de s'en sortir pour que la justice fonctionne enfin comme elle aurait toujours dû.